Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo concernant le cancer du sein, je vous propose un ensemble de notions à savoir en tant qu'étudiant infirmier sur le cancer du sein. Cela vous permettra d'aborder sereinement vos examens et constituera une bonne base pour aller en stage. Alors, nous allons premièrement voir quelques chiffres et le pronostic concernant le cancer du sein, la physiopathologie, les facteurs de risque et les symptômes. Ensuite, nous verrons le diagnostic concernant le cancer du sein, les traitements actuels concernant ce cancer et enfin, nous verrons les soins de support. Alors, premièrement, il faut savoir que c'est le premier cancer chez la femme. Près d'une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. Son apparition chez une femme jeune est un facteur de mauvais pronostic. Pourquoi? Parce que le cancer du sein qui affecte les femmes jeunes tend à être plus agressif, de haut grade et plus avancé au moment du diagnostic avec un risque accru de récidive. Ensuite, il faut savoir que 60 à 70% des cancers du sein sont hormonodépendants, c'est-à-dire sous la dépendance des oestrogènes. Il faut savoir aussi que l'allaitement diminue le risque de cancer du sein. Et enfin, le facteur favorisant un pronostic favorable du cancer du sein, c'est une tumeur de moins de 2 cm et la présence de récepteurs hormonaux. Pourquoi? Parce que les tumeurs au sein, dont les récepteurs hormonaux sont positifs, sont souvent moins agressives, sont de grade plus bas et risquent moins de se propager que les tumeurs dont les récepteurs hormonaux sont négatifs. Ces tumeurs réagissent habituellement bien à l'hormonothérapie. C'est d'ailleurs seulement dans ce cas que les médecins proposent ce type de traitement. Alors, concernant la physiologie du sein, comme on peut le voir sur la coupe, le sein est composé de lobules, qui sont des groupes de glandes qui produisent le lait. Ces dernières produisent du lait quand elles sont stimulées par les hormones de la femme en cours de grossesse. Le sein il est composé aussi de canaux galactophores, qui sont des petits conduits par lesquels le lait est amené vers les orifices du mamelon. Alors, il faut savoir aussi que le sein est parcouru de vaisseaux sanguins et de vaisseaux lymphatiques. C'est ce qu'on appelle le système lymphatique. Il contient des anticorps et des macrophages qui circulent dans le liquide interstitiel qu'on appelle la lymphe. Alors, le rôle du système lymphatique, c'est le transfert des liquides, le maintien de l'équilibre au nom des tissus, la prévention des œdèmes et enfin la défense de l'organisme contre les agents infectieux. Alors, maintenant que nous avons vu la physiologie du sein, nous allons nous intéresser à la physiopathologie. Il faut savoir que le type histologique d'adénocarcinome est le plus fréquent puisqu'il représente 95% des cas. Les cancers du sein se développent soit à partir des cellules des canaux, on parle alors de cancer canalaire, soit à partir des cellules des lobules, on parle de cancer lobulaire mais il est plus rare, soit à partir du mamelon. Alors, selon l'évolution de la tumeur, on va distinguer deux stades d'évolution. Lorsque la tumeur est détectée au moment où elle est encore dans le canal galactophore, on va parler de cancer du sein non infiltrant ou in tissu. Mais lorsque la tumeur dépasse le canal et envahit les différents tissus du sein pour aller jusqu'à même atteindre d'autres organes, on va parler de cancer du sein infiltrant, appelé aussi carcinome infiltrant ou invasif. Alors, avant d'aborder les facteurs de risque, il faut savoir que le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Alors, parmi les facteurs de risque, on a une première grossesse tardive, une ménopause tardive, une nulliparité, c'est-à-dire une femme qui n'a jamais accouché mais qui a déjà pu tomber enceinte. On a aussi les prédispositions génétiques au cancer du sein, les antécédents personnels de maladie, par exemple une femme qui a déjà eu un cancer du sein, de l'ovaire et ou de l'endomètre, des antécédents familiaux de cancer, tels que le cancer du sein ou des ovaires, et aussi les habitudes de vie telles que la consommation de l'alcool, le surpoids et l'obésité, le tabac et la sédentarité. Alors, parmi les symptômes, on peut retrouver une masse ou grosseur fixée dans le sein, non douloureuse perçue lors de l'autopalpation, une déformation du sein apparue récemment, une rétraction ou déviation du mamelon, des signes d'inflammation tels qu'une rougeur, œdème et chaleur d'une zone du sein, un aspect de peau d'orange d'une partie d'un sein, des ganglions palpables au niveau des aisselles ou un écoulement mammaire verdâtre ou coloré de sang.
Alors, il faut savoir que si le cancer n'est pas diagnostiqué dès l'apparition des premiers symptômes, la tumeur peut grossir et se propager vers d'autres parties du corps. Le plus souvent, les métastases colonisent préférentiellement les os, mais également le foie, les poumons et le cerveau, entraînant ainsi des symptômes dits plus tardifs, tels que des douleurs osseuses, des nausées, une perte d'appétit, une perte de poids et une jaunisse, un essoufflement, une toux et une accumulation de liquide autour des poumons, des maux de tête, une vision double et une faiblesse musculaire. Alors, avant d'entrer en détail dans le diagnostic, il est essentiel de parler de la prévention des cancers. Alors, la prévention des cancers regroupe l'ensemble des mesures qui permettent de prévenir l'apparition d'une tumeur maligne ou le développement d'une tumeur localisée asymptomatique. On distingue trois types de prévention. La prévention primaire, ce sont toutes les actions mises en œuvre avant l'apparition de la maladie, telles que l'éducation à la santé, la vaccination, le diagnostic d'état précancéreux. Elle est améliorée par la connaissance des facteurs de risque des cancers les plus fréquents chez l'homme et chez la femme. Ensuite, on a la prévention secondaire. Ce sont toutes les actions mises en œuvre pour prendre en charge la maladie précocement avant tout signe clinique. Ces actions permettent de réduire la gravité de la maladie. On parle alors de soins précoces ou de dépistage. Enfin, on a la prévention tertiaire. Elle vise à réduire les rechutes et les complications. Il s'agit des soins précoces et de la surveillance post-thérapeutique. Alors maintenant, nous savons que le dépistage fait partie de la prévention secondaire. Alors, c'est quoi le dépistage de masse? Il est appliqué à une population entière ou à un grand groupe caractérisé par l'absence d'autres critères de sélection particuliers et il est organisé dans le cadre d'une campagne de santé publique. Alors, il faut savoir que le cancer du sein, plus il est détecté tôt, plus il se soigne facilement et plus les chances de guérison sont élevées. On observe 99% de survie à 5 ans pour un cancer détecté à un stade précoce et seulement 26% pour un cancer diagnostiqué à un stade tardif. Il est donc essentiel de faire les mammographies de dépistage même en l'absence de tout symptôme. Dès l'âge de 25 ans et en l'absence de symptômes, un examen clinique des seins par un médecin une fois par an est recommandé. Alors, il faut savoir que la mammographie est réalisée tous les 2 ans à partir de 50 ans. Elle améliore l'espérance de vie. Par contre, il faut savoir aussi qu'il y a un risque de surdiagnostic. Alors, en cas de suspicion ou d'apparition de signes douteux, le médecin va effectuer tout d'abord une anamnèse, c'est-à-dire qu'il va questionner la patiente sur son passé médical personnel et sur les facteurs de risque, en particulier familiaux. Il procède alors à un examen minutieux des seins et des creux axillaires à la recherche de ganglions sous les aisselles. Ensuite, s'il le juge utile, le médecin va orienter la patiente à réaliser une mammographie. Donc, qu'est-ce que c'est que la mammographie? La mammographie est une radiographie des seins qui utilise des rayons X à faible dose. Elle est réalisée grâce à un appareil appelé mammographe. C'est un système numérique permettant le traitement informatisé des images obtenues. Alors, comme on l'a dit précédemment, la mammographie va servir surtout à dépister un éventuel cancer du sein. Elle va être proposée soit lors d'une campagne de dépistage organisée du cancer du sein qui a lieu pour chaque femme tous les 2 ans entre 50 ans et 74 ans, soit par le médecin pour un dépistage individuel plus rapproché, soit après la découverte d'une anomalie pendant un examen clinique des seins, ou alors dans le cadre d'une surveillance après un traitement pour un cancer du sein. Alors, donc cet examen va permettre d'orienter le médecin dans son diagnostic. Le système ACR est utilisé pour classer les images mammographiques en 6 catégories. Alors, le rôle de l'infirmière pour cet examen va être tout d'abord d'informer la patiente qu'il est inutile d'arriver à jeun le jour de l'examen, de ne pas appliquer de crème, ni de lait de toilette ou de parfum ou de talc sur la zone qui va être examinée, d'apporter d'anciens clichés, qu'il est inutile d'interrompre son traitement habituel mais d'en informer quand même le radiologue, d'instaurer un climat de confiance avec la patiente, de lui demander de retirer tous ses bijoux et les vêtements au-dessus de la taille et la prévenir qu'il y aura une légère douleur qui peut être ressentie lors de la pression entre les deux plaques de l'appareil.
Alors, concernant l'échographie, donc à la suite d'une mammographie, lorsque celle-ci a mis en évidence une anomalie, dans ce cas, l'échographie permet au radiologue d'analyser plus finement cette anomalie. Elle est utile pour voir la nature liquide ou solide des nodules palpés ou découverts sur la mammographie. Alors, concernant l'IRM, il faut savoir que chez une femme non ménopausée, l'IRM devrait idéalement être effectué entre le 8e et le 12e jour du cycle. L'IRM du sein ne remplace pas la mammographie ni l'échographie mammaire. Elle ne constitue pas un examen systématique du diagnostic du cancer du sein. Il s'agit d'un outil supplémentaire qu'on emploie parfois soit pour faire la différence entre une anomalie bénigne et une anomalie cancéreuse dans le cadre du dépistage des femmes à haut risque de cancer du sein, soit lorsque l'imagerie standard ne permet pas de conclure avec certitude à l'absence de malignité, ou alors pour guider à un prélèvement par biopsie. Elle peut être aussi utilisée dans le cadre du bilan d'extension pour évaluer la réponse aux thérapeutiques néoadjuvantes ou alors à la recherche de récidives locales après la chirurgie conservatrice, mais elle peut être aussi utilisée pour vérifier l'état d'un plan mammaire, en particulier si on croit qu'il y a eu rupture. Donc, comme on l'a vu précédemment, la mammographie nous permet de classer les images mammographiques en 5 catégories. Donc, en cas d'image ACR4 ou ACR5 à la mammographie, des prélèvements par biopsie percutanée sont alors nécessaires. Le prélèvement est réalisé au niveau de la lésion du sein à travers la peau et cela s'effectue sous anesthésie locale. Ce prélèvement nous permet de déterminer la nature et les caractéristiques de la tumeur, c'est-à-dire le type de cancer, l'étendue des anomalies, les caractéristiques des cellules et surtout la présence ou non de récepteurs hormonaux sur les cellules cancéreuses. Il faut savoir que les cellules dites HER2 positives ont une croissance plus rapide et se multiplient plus vite et donc rendent le cancer plus agressif. Alors, dans le cadre du cancer du sein, après avoir obtenu les résultats des examens de diagnostic, les médecins vont établir un projet thérapeutique pour la patiente et selon les résultats obtenus, un ou plusieurs types de traitements vont être proposés. Alors, parmi ces traitements, on a la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et les thérapies ciblées. Alors, tout d'abord, on va aborder la chirurgie. Alors, on va parler de tumorectomie lorsqu'il s'agit d'une chirurgie conservatrice. C'est une opération qui consiste à retirer une tumeur ou une petite partie des tissus qui l'entourent en conservant l'organe sur lequel elle s'est développée. Ce type de chirurgie est privilégié si la tumeur est inférieure à 3 cm. Par contre, on parlera de mastectomie lorsqu'il s'agit de chirurgie non conservatrice. Ce type de chirurgie consiste à retirer la totalité du sein, y compris l'aréole et le mamelon. Dans ce cas, différentes techniques de reconstitution du sein peuvent être proposées.
Alors, il faut savoir que la biopsie du ganglion sentinelle permet d'éviter le curage axillaire dans un grand nombre de cas. Mais dans certains cas de carcinome canalaire in situ, l'ablation de quelques ganglions est nécessaire. Dans ce cas, le curage ganglionnaire, quand il est nécessaire, permet de réduire le risque de récidive. Alors, dans le cas du curage axillaire, celui-ci peut provoquer une grave complication appelée lymphodème, ainsi qu'un trouble de la sensibilité de la face interne du bras si le perforant est sectionné. Le lymphodème du membre supérieur est un gonflement provoqué par le ralentissement ou le blocage de la circulation de la lymphe. La lymphe ne circule plus correctement, elle s'accumule parfois dans la peau du bras du côté du sein opéré et peut entraîner une augmentation de son volume. Alors, dans ce cas, quelques recommandations sont à transmettre à la patiente. Il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, la prise de poids doit être limitée, éviter de porter des charges lourdes, éviter les bijoux ou les vêtements serrés de ce côté. Il est préférable de ne pas exposer le bras à la chaleur et de protéger la cicatrice avec l'écran total. En cas de mouvements répétitifs et prolongés, il est nécessaire de fractionner les tâches et de faire des pauses régulièrement dans la journée. Réaliser le drainage manuel. Il faut éviter de prendre une tension de ce côté, éviter de pratiquer une prise de sang de ce côté, éviter de faire des injections et désinfecter les plaies avec un antiseptique. Avant de commencer le traitement par perfusion, la pose d'une chambre implantable percutanée est recommandée, elle est même indispensable dans certains cas. Voyons maintenant la chimiothérapie. Alors, la chimiothérapie est un traitement médicamenteux qui a pour but de détruire les cellules cancéreuses à l'origine de la maladie. La nature du traitement que va recevoir la patiente dépendra de plusieurs facteurs. D'une part, du type de tumeur, de sa localisation, du stade de développement des cellules cancéreuses, d'autre part, de l'âge, de l'état de santé général de la patiente et ses antécédents. Le traitement par chimiothérapie peut comporter un ou plusieurs médicaments. La chimiothérapie peut être associée à d'autres moyens de traitement tels que la chirurgie, la radiothérapie, l'immunothérapie ou l'hormonothérapie. La séquence et l'association de ces traitements varient d'un patient à un autre et sont déterminés par les besoins individuels de chaque patient afin d'optimiser les résultats. Alors, il faut savoir que la chimiothérapie comporte des effets indésirables, ainsi le type et l'intensité des effets indésirables varient selon le protocole, la toxicité des produits utilisés et les réactions individuelles de chacun. Les effets indésirables de la chimiothérapie, une alopécie, une altération de l'état général, un manque d'appétit, une altération du transit, des nausées et des vomissements, des mucites, aphtes et sécheresse buccale ou une altération du goût.
Alors, en ce qui concerne la radiothérapie, elle utilise des rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancéreuses en les empêchant de se multiplier. Elle consiste à diriger précisément ces rayonnements sur la zone à traiter tout en préservant le mieux possible les tissus sains et les organes avoisinants, dits organes à risque. Pour les cancers du sein in situ et infiltrants, la radiothérapie peut être utilisée en complément de la chirurgie, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie adjuvante, avec pour but de détruire les cellules cancéreuses qui pourraient rester à la suite de l'intervention et diminuer le risque de récidive. Alors, il faut savoir que la radiothérapie comporte des effets indésirables, tels qu'une desquamation, un érythème cutané, un changement de couleur de peau ou une fatigue. Donc, en ce qui concerne l'hormonothérapie, il faut savoir que certaines tumeurs du sein ont pour caractéristique d'être hormonosensibles, ce qui signifie que les hormones féminines, les oestrogènes et la progestérone, naturellement produites par l'organisme, stimulent leur croissance. Donc, l'hormonothérapie est un traitement qui consiste à empêcher l'action stimulante des hormones féminines sur les cellules cancéreuses. Donc, ce qui signifie qu'elle vise les récepteurs aux hormones, empêcher l'action d'hormones, diminuer la sécrétion d'hormones et donc ralentit la croissance des cellules cancéreuses. Enfin, en ce qui concerne les thérapies ciblées, ce sont des médicaments qui bloquent des mécanismes spécifiques des cellules cancéreuses. Ce traitement est destiné pour les tumeurs qui ont un statut HER2. En ce qui concerne les soins de support, il faut savoir que le traitement d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la maladie seule. Les soins de support font partie intégrante du parcours de soins des patientes. Ils sont ni secondaires ni optionnels et ils sont définis comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades pendant et après la maladie. Ils se font en association avec les traitements spécifiques contre le cancer lorsqu'ils sont mis en place. Ils ont pour objectif d'assurer la meilleure qualité de vie possible pour les personnes malades sur le plan physique, psychologique et social. Et enfin, ils prennent en compte la diversité des besoins des malades ainsi que de leur entourage et ce, quel que soit leur lieu de soins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous aidera pour vos révisions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à bientôt pour d'autres vidéos.